Bonjour ou bonsoir, Blowout épisode 4. Aujourd'hui, on reçoit Entonnoir. Et dans cet épisode, on va aborder des sujets tels que les street shops, la transmission et vivre avec son temps. Bonne écoute. Alors, on est aujourd'hui avec Anto de chez Freaky Family à Lille. Salut Anto. Salut Paul. Alors, je suis bien content de t'avoir, puisque d'abord t'es mon pote, Hmm. ensuite ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît, et bon, on va essayer d'éviter comment dire, les familiarités et de rester un petit peu carré. Donc, bon, on va commencer par le début. Fais-nous un petit brief. Quand est-ce que tu as commencé le tatou? C'est quoi ton premier contact avec le tatouage? J'ai commencé le tatou en... comment expliquer? C'est assez compliqué quand même parce que j'ai du mal un peu à définir quand j'ai commencé exactement. Mais je dirais c'est de faire une dizaine d'années et je tatoue un peu chez moi au début, comme beaucoup de gens je pense. Est-ce que tu as J'aimais- bénéficié d'un apprentissage classique, dira-t-on, J'ai eu j'ai eu une tentative à un moment d'apprentissage dans un shop, mais ça s'est pas très bien passé comme beaucoup de gens d'ailleurs. Au début. Pas forcément, enfin autant professionnellement et humainement, ça marchait pas quoi. Ça marchait pas et j'arrivais pas à trouver ma place et eux savaient pas vraiment quoi m'apprendre non plus. Et du coup, je suis resté peut-être 3-4 mois là-bas et puis je suis parti. C'était à Lille? C'était à côté de Lille, ouais, c'était du côté de Valenciennes, mais c'était pas fou quoi. Ok. Et du coup, après, je me suis dit bon, je suis pas plus con qu'un autre. Je suis assez logique dans les choses et je pense que je peux apprendre dans la compréhension des choses, je suis assez logique. Je me dis que si j'étudie un peu le truc, je pourrais arriver à quelque chose et du coup, j'ai appris un peu tout seul finalement pour la suite. Ton tout premier contact avec le tatou, je veux dire, le jour où tu as décidé que c'était ça que tu allais faire et rien d'autre, ça c'est... C'était un peu, ouais. Alors le premier contact avec le tatou, je pense que c'est quand j'étais plus jeune, où j'avais mon daron qui avait des magazines un peu genre de trucs de moto, etc. Et dedans, il y avait toujours des mecs qui posaient Classique, ouais. avec des coupes mulets des choppers avec des tatouages sur les bras et ça c'était assez fascinant quand même. Et mais en fait le tatou c'est devenu assez tard et jamais j'aurais cru faire ça dans ma vie. Quoi. Ouais, Enfin, parce que moi je me souviens bien au début quand je t'ai rencontré, ouais, tu m'as parlé un petit peu des boulots que tu avais fait avant de faire du tatou. Tu as ouais, fait des trucs très très éloignés du ouais, tatouage, quoi. clairement. Ouais. Ouais, après j'ai bossé dans le commerce et dans la vente pendant 10 ans quasiment. Ah ouais. Et un peu dans le luxe, non, si je dis pas de C'était bêtises. ouais, dans le magasin, dans les fringues, mais c'est pas vraiment du luxe, mais Ouais, c'était sur une chaîne de fringues assez connue, quoi, tu vois, dac, dac, dac. mais en fait, ce qui m'avait plu, c'était l'évolution que je pouvais faire là-dedans. J'étais arrivé à un poste assez haut dans la boîte. Ouais, plutôt la situation, quoi. Ouais, Ok. c'était assez confortable. Je trouve Mais ça fascinant de voir maintenant où t'en es et d'où tu viens. Enfin, je trouve, ouais. moi, Mais ça en me fait, fascine toujours les avant tatouages. pour beaucoup de gens, la vie que j'avais avant, je pense que ça aurait pu satisfaire à plein de gens pour Ouais, tout le temps. Hein. Enfin, clairement, évidemment. j'avais une bonne situation, je gagnais bien ma vie. Ouais, J'étais ouais. cadre à 24 ans, tu vois, par moment. Ok. Du coup, ça aurait pu être très bien me satisfaire. À un moment, j'ai dit, ouais, en fait, je me fais chier. Et alors, c'est quoi, ça a été quoi la balance, le truc qui a tout changé? Une séparation. Ok. Grosse séparation qui était un peu compliquée et à ce moment-là où tu te dis bah en fait c'est quoi on va repartir à zéro sur quelque chose, on va faire un truc que j'ai envie de je vais faire un truc que j'ai envie de faire Ouais. depuis un moment et en fait j'ai rencontré des gens au bon moment je pense et à la bonne période. Et t'étais déjà tatoué à l'époque? Ouais, ouais. Ouais. J'ai tatoué mais enfin je commençais à m'intéresser de plus en plus au style différent et à la technique. Et du coup, en m'y intéressant de plus en plus, bah, je me suis fait tatouer par des personnes, par beaucoup de gens différents, pendant que je me faisais tatouer, je posais pas mal de questions sur le matériel utilisé, sur la technique. J'observais vachement, et c'est un peu comme ça que j'ai appris, enfin, on va dire que j'ai retenu les choses Et là, pour se en situer, on observant les était gens. à peu près dans quelle année? 2013, Ok. 2004, ouais, 2000, ouais. Ça a commencé 2012-2013, je pense. J'ai commencé à tatouer un peu chez moi 2014. J'ai retrouvé une photo d'ailleurs qu'un client, un pote m'a envoyé, c'est mon tout premier cobaye.
Ça date de août 2014 et une photo de moi en train de le tatouer de chez moi dans mon appart. C'était mon tout premier tatou sur quelqu'un. Ok. Il m'a envoyé la photo du tatou là 10 ans après et ça pique la gueule. Ouais, Ouais, c'est dur, hein, c'est dur à voir quand même. Parce que c'est violent quand Et même. alors, les premières machines, tu les as chopées comment? C'était quoi? Tu te Première rappelles? machine Mickey Sharp sur le site Mickey Sharp. Ouais, ok. La Dial classique. Ouais. J'ai payé ça un peu plus de 200 balles à l'époque. Quoi, polyvalente, shader, Non, liner? liner fin, je voulais pas faire un truc. J'y connaissais pas grand chose, on m'avait dit d'acheter ça parce que c'était cool et que ça marchait bien. Ouais. Quand je l'ai reçu, j'ai pas trop. J'avais commencé par acheter des machines chinoises un peu sur des sites type AliExpress, des machines à 20 balles, 30 balles. Déjà à l'époque? Ouais. Ah ouais. Je bricolais déjà un petit peu à cette époque-là. Ouais. Avant même d'acheter des machines, je bricolais déjà des trucs que je démontais, des moteurs d'imprimante que je démontais où je créais des petites rotatives un peu. C'est vrai que moi j'ai souvenir, alors je ne saurais plus exactement dater ça, mais c'était très peu de temps après qu'on se soit rencontrés au final. Tu m'as offert une petite C'est rotative vrai. faite, si je dis pas de bêtises, avec un moteur de magnétoscope Ouais, ou un truc dans le genre, sûrement. que j'ai automatiquement appelé la Bones Breaker parce qu'en fait le truc a C'était- une puissance. Ah oui, c'était un truc avec des serre-joints en métal là. Mais la cam elle est ultra quali, quoi. Je te la Ouais. remontrerai tout à Ouais, je l'heure. suis curieux. Ouais. C'est vrai que ça fait un moment que en fait, j'ai déjà offert des petites machines comme ça à différentes Mais personnes. si je l'utilise pas énormément, c'est parce qu'elle est en RCA. Tu peux tuer des gens. Je tuer des gens. C'est vrai. Non, par contre, très versatile. Hein, elle commence à tourner, je crois, à 1 volt et demi. Tu vois. Ouais, le moteur il est assez puissant. Ok, Donc allez, on ça, va passer. je crois, je fabriquais ça avant même que je commence Et à tu tatouer. tatoues? Ouais. Ouais, il me semble que Je c'est ça que commençais tu déjà à m'avais dit à étudier l'époque. la mécanique des choses avant de. Bah, c'est bien, ça fait Oui. partie du truc. Hein, ça, c'est cool. Ça, c'est un truc qui. Je pense que c'est bien d'avoir la curiosité de ce genre de choses, Ouais. clairement. Bon. Je voulais te poser une autre question. C'était quoi tes références tatou à l'époque quand t'as commencé à t'intéresser? Je dis pas quand t'étais vraiment dans ton début de carrière, mais est-ce que t'as des noms un petit peu, des références de l'époque qui t'ont vraiment interpellé en disant ah, c'est vraiment ça que je veux faire? En tatou, il y a pas mal de. Enfin, déjà, sur l'île même, il y avait en trad, il y avait Brico, Ah ouais. celui qui m'avait tatoué, je crois que c'était mon deuxième tatou, je crois, troisième tatou. Et il m'avait tatoué la cuisse et je suis rentré dans son shop, ça sentait le détol, ça sentait, il y avait cette odeur dans le shop et les trucs accrochés au mur partout. On aurait dit vraiment un petit musée. Et je trouvais ça assez fascinant. Et après, je me suis dit, c'est ce style que j'ai envie de faire en tout cas. Hmm. Après, j'ai commencé à étudier un peu tout ce qui est, forcément, tout ce qui est américain. Le shop Spider Murphy qui m'avait retourné la tête à l'époque. Il y avait Paul Anthony Debelman qui était là-bas et le T'es gérant. tombé Et sur les bouquins Spider Murphy aussi ou sur les pas à bouquins, l'époque? ouais, bah, je l'avais acheté en fait Parce le que c'est deuxième quand même volume. des grosses rêves, quoi. Deuxième volume, j'avais réussi à le choper à l'époque pour pas grand chose. Maintenant, ça vaut un peu une fortune quand même Ouais. ce truc. Ouais, c'est un peu collecte. Et j'avais ouvert ce bouquin, je me suis dit c'est quoi ce truc, de fou quoi. Tous les artistes dedans étaient tous des tueurs. Enfin, y a pas, tout était fait à la main, que des aquarelles, des peintures, des trucs. Et c'était assez fou quand même. Et alors, pour vous remettre un peu dans le contexte, à l'époque, à Lille, comment ça se présentait un peu le tatou? Bon, on imagine tous très bien qu'il y avait moins de shops que Oui. maintenant. Certains étaient déjà là, sont Mm. encore là. Mm. Ça se passait comment? Est-ce que toi, ta première expérience en shop, ça s'est un peu déroulé comment? En fait, moi, vu que je bossais dans le management avant, j'avais l'ancienne gérante du coup de Freaky qui m'avait contacté parce que je connaissais une tatoueuse qui bossait là-bas. Et elle m'avait, donc Jay, ma pote qui bossait là-bas, avait parlé de moi parce que l'ancienne gérante cherchait un manager pour la boutique. Et moi, je m'intéressais au tatou. Je tatouais déjà un peu chez moi, mais je pensais pas vraiment en faire un taf. Ouais. Et au final, j'ai commencé en management un peu à mi-temps là-bas, en continuant mon taf en même temps, Ouais. en parallèle. Petit à petit. Petit à petit, en fait, j'ai commencé à prendre plus de temps dans le shop et ça prenait clairement plus de temps dans mes journées. Et dans le taf où j'étais, forcément, ça me cassait la tête. Enfin, je pouvais plus bosser là-bas. Quand tu as déjà un pied dans un shop tattoo et que tu dois retourner dans un taf que t'aimes plus forcément le lendemain, ça te fout un peu les boules. Je pense Et tu qu'il y vois un a- peu déjà, tu t'es dans le shop et tu sais déjà que c'est ça que tu veux faire en fait. Et au final, j'ai commencé en management et je tatouais un peu entre deux, quoi, mais dans le shop, mais moins longtemps que je gérais le shop.
Quoi, du coup, progressivement, tu t'es, enfin, ou alors les gens avec qui t'étais au shop, c'est eux qui t'ont un peu encouragé en te disant, bon, ben vas-y, c'est le moment, faut que tu t'y mettes, ou c'est toi, à un moment, t'as eu le déclic, tu t'es dit, je veux y aller, je veux le faire. Bah, j'ai eu de plus en plus de demandes et au Ah ouais, final, ok. au final, C'est ça qui a motivé ouais, ton c'était choix. un peu au début 70-30 en termes de travail, Ouais, management tatou, et après ça a commencé vraiment à faire 50-50, et après le tatou a pris le dessus, et j'ai ouais, fait en fait je peux plus gérer. ouais. On m'a fait comprendre clairement que je pouvais plus gérer le management et gérer le Et le tatou, ouais, il tatou en fallait même faire un temps, c'était, choix. ouais, fallait faire un choix. Bon, C'était un bah, t'as peu fait le bon délicat choix. la transition, mais au final, ça allait. Après, je pense que le pire a été de quitter mon ancien taf où j'étais en CDI et, avec une rentrée d'argent régulière, etc. Et Et tu ouais, plonges ouais, dans un truc où tu sais pas vraiment où tu vas et tu fais bon, bah ouais. on verra. Ouais, petit laïus que je voulais faire au sujet de Freaky Family. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous êtes passé sur un autre statut. Bon, on va pas rentrer spécialement dans le détail, mais vous avez un fonctionnement un peu à l'horizontale, c'est Ouais, ça? c'est ça. Il y a- On Enfin, est, vous partagez un petit peu tout. en fait, on partage, il y a pas de, on fonctionne pas en mode pourcentage déjà. On a tous un loyer qu'on paye au même titre. Ok. Peu importe le temps que tu es là dans le shop, on paye tous la même somme. En gros, on a divisé les charges par le nombre de personnes qui travaillent au shop. On est 7, on divise tout par 7. Enfin, voilà. Fin de l'histoire. C'est ça, et du coup, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus équitable. Et il n'y a pas de je donne plus par rapport à telle personne ou Et du coup, en termes d'orga, on est d'accord que du coup, ça justifie beaucoup de conversations entre vous, j'imagine, énormément de des réunions, communication. déjà communication déjà hyper important. Ouais, On fait des réunions tous les mois ok, pour parler de plein de choses. intéressant. Euh, c'est même si on pense qu'on n'a rien à dire, il y a forcément des choses qui vont ressortir, que ce soit sur l'organisation générale, que ce soit sur le ménage, que ce soit sur les arrivées de shop, parce qu'il y a quand même beaucoup de shops où les artistes font un peu comme ils veulent et arrivent un peu à l'heure qu'ils veulent, repartent quand ils veulent. Ça, c'est pas, on veut pas faire un shop, on veut pas être des nazis de l'organisation, mais juste le shop ouvre à telle heure, tu viens à telle heure, le shop ferme à telle heure, tu pars à telle heure. Enfin, y a pas de, tu restes là, t'as pas de tatou, tu restes là, tu dessines, Ouais, tu moi, je fais des trouve ça trucs, mais assez exemplaire en manière dans la manière de fonctionner. Je trouve ça très cool. il y a plein de gens. Après, il y a plein de gens qui pourraient trouver ça hyper directif Ouais. dans la manière de faire, Tu veux mais dire que ça impose beaucoup de choses, beaucoup de contraintes, par exemple, ouais, pour beaucoup de des contraintes, gens contraignant. indépendants, à Ouais. contraignant, chercher. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça, c'est quelque chose que tu peux faire avec quand tu connais les personnes avec qui tu le Ouais, fais, que tu as confiance en eux, que tu as déjà quelques années peut-être d'amitié, de oui, boulot, voilà. de passage, de temps passé Ouais. ensemble. C'est sûr que ça, on le fait pas comme ça. Il faut que tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde. Ouais, puis après, ouais, c'est vrai que quand tu bosses qu'avec des indépendants, c'est toujours difficile de mettre des règles à des indépendants qui ont décidé d'être indépendants et plus d'être salariés d'une boîte Ouais. et suivre des chemins de boîte classique. Mais au final, ça fonctionne. Enfin, Ouais. tu vois. On n'est pas non plus. Tu veux prendre une journée par-ci, tu prends des vacances, on s'arrange, tu vois, tout le Ouais, monde, ouais, bien sûr. on se débrouille, mais après, il faut pas. Ouais, puis il faut dire un truc aussi, c'est que avant d'être collaborateur, Hein. même si j'aime pas trop ce mot, vous êtes amis. Ouais, on est tous amis dans le shop, ouais, et puis enfin, c'est pour ça que je pense qu'on s'entend tous bien, et c'est parce que on est tous différents, mais on s'entend Ouais, pour la petite histoire, parce mutuel. que c'est quand même un peu rigolo, nous on s'est rencontrés dans un festival Ouais, en République tchèque, ouais. donc pas le festival le plus intelligent du monde en Non, plus. Vous étiez en équipe, ouais, c'est vrai. et puis on a eu un petit coup de foudre amical, bon déjà autour voilà, de la musique, Ouais. etc. Mais quelques mois plus tard, je débarquais en guest chez vous pour la première fois, et puis bah, bon, voilà, J'avoue que c'était assez on s'est jamais improbable lâché cette vraiment. rencontre quand même de C'est un peu rencontrer rigolo, quelqu'un ouais. de Belgique en République tchèque et qui tatoue aussi, c'était assez marrant. Ouais, ouais, c'est drôle. Et, bon, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec le podcast, mais Non. on avait, on va dire, cette approche déjà musicale, Mhm. c'est drôle, ça conditionne un petit peu la rencontre, c'est sympa. Ok, on va passer sur un petit peu autre chose là. Là aujourd'hui, bon, on est tous d'accord pour dire que le tatou ça traverse une période un peu compliquée, que Ouais. j'appelle moi le creux de la vague. Là, je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Une question pratico-pratique. Qu'est-ce que tu penses toi de la facilité d'accès avec laquelle aujourd'hui on peut obtenir du matériel? C'est marrant que t'en parles parce qu'on a eu on en a parlé avant l'enregistrement justement. On a eu la convention de Lille, enfin une conférence qui a duré une petite heure, c'était très intéressant mais un peu court, sur justement l'évolution du tatou actuel et comment
les gens arrivent à se procurer du matériel et ouvrir des shops et commencer à travailler très facilement. Ce qui est ressorti, c'est que tu peux pas contrôler ce genre de choses et que l'accès, même si je pense qu'avant il fallait un numéro de siret quelque part au moment de la commande pour pouvoir commander. Mais moi, j'ai commandé du matériel avec du recul quand j'y pense. Il demandait un numéro de siret et j'avais mis un numéro de siret de plombier, quoi, tu vois. Enfin, c'est passé. Peu importe le numéro que tu mettais, tant que tu avais un numéro à, je sais pas comment c'est, un numéro de siret, 12 chiffres. Tant que tu avais 12 chiffres qui correspondaient plus ou moins à un numéro de siret, ça passait. Ouais. Ils vérifiaient pas si quelle activité tu faisais. J'ai aussi profité de Oui, tu cherches numéro de siret Internet. Google, oui. Tu prends n'importe quel numéro de siret, tu rentres, ça fonctionne. Enfin, et du coup, je me dis, en fait, c'était du coup Vincent de Lucky Seven qui m'a répondu et qui m'a dit clairement que en fait, si il faisait ça coprofessionnel, à un moment, t'as d'autres sites qui prendraient le relais. Amazon prendrait le relais. Ouais. Tu peux tout trouver sur Amazon. Ouais. Tu peux ouvrir un shop en achetant des choses sur Amazon. Donc, vu que ça se répand comme ça, forcément, les vendeurs indépendants, bah, ils s'adaptent aussi. Et puis, ils se disent, bah, tu veux tatouer, achète du matériel, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Après, vaut mieux acheter du matériel de bonne qualité sur un bon site de tatou que acheter des trucs sur Wish ou sur AliExpress ou sur Amazon et que c'est pas, Ouais, ça semble pas évident pour tout le monde, ça. Après, c'est pareil, maintenant, enfin, l'accès dans la technique, je trouve que c'est plus simple de commencer avec du matériel maintenant que, à une certaine époque, je pense. Avant, pour commencer à tatouer, il fallait vraiment s'accrocher, je pense, pour, Déjà, pour monter une machine, je veux dire, si monter une machine, monter ses aiguilles, l'acheter toi individuellement, enfin, il fallait quand même, déjà quelqu'un qui t'apprenne. Maintenant, t'achètes un pen, des cartouches, et c'est hyper intuitif, et j'ai essayé, c'est incroyable comme truc. Enfin, je comprends qu'il y a des gens qui arrivent à faire des trucs de fou avec, mais je sais pas. Après, je pense que il y a vraiment des gens qui s'intéressent aux origines du tatou et à la mécanique des machines anciennes, et puis il y a ceux qui fonctionnent aux machines récentes. Machine L'accès, ancienne, je vais te reprendre un petit oui. peu là-dessus parce que j'aime bien quand même Machine mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, à notre époque, il y a encore d'excellents builders qui font un travail de plus en plus léché. Ouais, clairement. Et que ancienne, oui et non, alors la technologie ancienne, certes, mais plus que jamais d'actualité, puisque les mecs aujourd'hui, ils vont faire des machines très très précises avec de la géométrie clairement. très réfléchie. Il y a peu de détails qui sont laissés à l'abandon. Enfin, tout ça, c'est quand même méga intéressant. Toi, t'es quand même pas mal attaché aux bobines. Ouais, bah, je bosse qu'avec ça. J'ai eu un pen à un moment. J'ai un pote qui revendait ça, pas très cher. Je me suis dit, bon, c'était pas vraiment un investissement de fou. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y. Ouais. Je vais l'acheter, je vais regarder ce que ça donne. Ça marche. Ça marche, mais t'es vite limité. Les faisceaux d'aiguille que tu veux utiliser ou à la vitesse de laquelle tu vas aller. Enfin, et est-ce que tu penses que le fait qu'aujourd'hui, bon, que n'importe qui puisse s'y mettre, ça peut être problématique à bien des égards, mais j'entends quand même souvent, ouais, mais le niveau a explosé, ça permet à des gens qui n'avaient pas forcément accès à tout le savoir, toutes les connaissances, de se lancer et de mettre des petites suées aux anciens. Est-ce que tu es d'accord avec ça, que le niveau est exponentiel? Le niveau est complètement fou. Et t'as des gens maintenant qui ont la vingtaine et qui te cassent des bouches littéralement. Et t'as des apprentis littéralement qui ont tout compris tout de suite. Qui te sortent des dessins, t'auras jamais fait ça de ta vie. Ils te sortent des tatous, tapent des dos complets en très peu de temps et genre ultra propre. Et tu fais ok, t'as 22 ans et tu sors ça, tu fais comment, c'est quoi dans 10 ans en fait. C'est vrai. Et le niveau même en dessin, je trouve que maintenant, quand tu veux présenter un book dans un shop, que tu veux trouver un apprentissage, enfin, t'as bien accroché tes bretelles quand même, parce que le level des apprentis dans les shops, il est fou, quoi. Ouais, bah nous quand même, on en avait vu pas mal passer ces derniers mois là. Faut reconnaître que dans l'extrême majorité, le niveau en dessin est extrêmement bas. Ouais. Et que les quelques personnes qu'on arrive à capter, qui ont vraiment un... Ouais, t'as un truc, t'ouvres le book, tu sais déjà qu'il va se passer des trucs intéressants, quoi. C'est quand même pas... voilà quoi, c'est pas tout le monde. Hein, non, c'est vrai que c'est une personne sur 20, je pense. Alors par rapport au niveau de dessin, est-ce que toi, quand on connaît ton style, on sait dans quoi tu t'inscris, même tes couleurs, les choix, etc. Ton identité, elle est quand même bien faite. Que quand même, déjà tu fais du walking. Hein, oui, on est en street shop. Ce qui permet quand même de sortir un petit peu de ta zone de confort. On est en street shop et je trouve que c'est un peu la base du tatou et que,
enfin, il y a plein de gens qui connaissent pas en fait le tatou et qui rentrent juste par curiosité et qui juste pour se renseigner, pour savoir un peu comment ça marche, pour savoir un peu ce qu'on peut faire et qui viennent parfois avec une idée assez simple et où on arrive un peu à les diriger, à les éduquer un peu sur la chose en leur montrant ce qu'on peut faire maintenant en tatou et beaucoup de gens savent pas. Et c'est ça ce qui est intéressant dans les street shops justement que bah, des fois les gens rentrent, ils veulent se faire un prénom, bah, je leur fais leur prénom. Mais ça veut pas dire que la personne dans 6 mois elle va revenir, elle va peut-être prendre un truc à moi, ou elle va peut-être capter ce que je fais ou ce qu'on fait au shop et qu'elle va peut-être se faire tatouer un bras complet, c'est déjà arrivé plein de fois. Hein. Tu prends toujours autant de plaisir à ça? Ah oui, clairement, moi pas. De toute façon, peu importe, quand je monte un poste, une machine, peu importe ce que je fais, tant que la machine elle tourne, que je tatoue des gens, peu importe le motif, tu sais des gens que tu tatoues, tu discutes avec les gens, et j'ai eu des échanges ultra intenses avec des gens avec qui j'ai fait des petits trucs simples, qu'avec des gens qui m'ont demandé des grosses pièces avec qui ça passait pas. Donc on est avec des humains avant tout, donc je pense que non, on juge pas du tout au shop, on juge pas du tout les tatous par rapport à la taille ou. Après, il y a des trucs, oui, un peu bateau qu'on fait plus trop, mais Ça fait partie du boulot après. voilà. Mais ça m'est arrivé encore de faire une plume avec une envolée d'oiseau et un pissenlit, tout ça, il y a pas longtemps. Hein, je l'ai fait. J'ai encore fait Mon premier tatou sur une épaule, mais je l'ai fait. J'ai encore fait un infini qui se transforme en plume il y a pas 2 semaines de ça. Et finalement, c'est pas si facile à faire. Hein. Ah non, c'est pas si facile. Et puis surtout, parce que moi j'ai toujours comme mantra de trouver du fun quoi que je fasse. Et donc à chaque fois je me mets une petite déterre en me disant vas-y je vais le faire un peu différemment que la dernière fois ou je vais improviser un peu. Et bah franchement, petite suée comme d'habitude. On est pas plus sur le confort. Hein. Faire le petit truc dufteux d'un pissenlit avec qui se transforme avec les trucs, un petit pistil qui s'envole avec les petits oiseaux qui se transforment, c'est pas si facile à faire. Bah, j'ai un peu sué quand même quand je l'ai fait. C'est très fin, tu dois mettre des trucs hyper transparents un peu partout, c'est pas si facile. Non, mais tu sors un peu de ta zone de confort et ça c'est cool. Ça fait partie du boulot, moi je trouve que c'est intéressant, c'est hyper formateur quoi. Ouais. Juste après il y a des styles que je fais pas, qu'on fait pas au shop, ce qui est réalisme et tout, c'est des trucs que j'ai pas encore compris. Ça m'intéresse parce que je pense qu'il y a une grosse compréhension de la lumière, des blancs, des noirs, je pense que clairement si t'as compris ça, tu peux vraiment faire plein de choses. C'est une discipline à côté. Hein. Ouais. C'est vers une autre façon de tatouer, enfin, tu dessines pas vraiment, tu recopies un peu tes zones de blanc, de noir, et c'est ça avec la compréhension des contrastes, en fait, qui est assez fou. Finalement, c'est très académique. Hein. Ouais, et je pense que quand tu dois faire ce genre de motif, tu dois dire qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je remplis, je sais pas ce que je fais, et au final, tu vois le truc à la fin, tu fais, ah oui, en fait, c'est un visage. Quand on voit les stencils, des fois, oui, c'est incompréhensible. La migraine. Mais ça m'intrigue. Ouais, c'est drôle. On va passer vite fait à autre chose. Une question un peu signature que j'aime bien poser. C'est vraiment pour les gens qui s'intéressent aux bécanes, aux matos, etc. Ouais. C'est quoi ton setup idéal? Par exemple, là, demain, tu montes un liner pour un tatou genre qui est complètement dans ta zone de confort. Tu es en totale maîtrise de toi. C'est quoi ton réflexe? Quelle machine tu vas utiliser? Quelle aiguille? Enfin, c'est quoi ton setup? Alors déjà, vu que je suis assez curieux des machines, ça évolue souvent. Parfois, je vais reprendre une machine que je me suis pas servi depuis 1 an et en fait, je me dis, pourquoi je m'en servais pas? En fait, elle marche très bien. Mais de base, j'ai un liner, à la base c'est un shader Kea que je transformais en fat liner. Le modèle, je sais plus exactement. Celui qui est dans ta valise là, tout à l'heure. Ouais. Il y a celui-là, après que je me sers pour faire de la fat line, j'ai une Siferi Belmont que j'ai transformé pour faire une sorte d'un peu d'hybride. C'est une collab Siferi Belmont? Non, c'est le nom de la machine, le nom du modèle, la Belmont. Okay. Et je m'en sers pour faire de la ligne fine jusque vraiment entre 5 et 9 maxi. Quoi. Ouais. Et après j'ai 2 machines, j'ai une machine russe, c'est Make Pain, pour faire de l'ombrage, mais de l'ombrage assez marqué. Enfin vraiment du truc trad quoi. Et j'ai une MSL Mickey Sharp, que pareil que j'ai modifié aussi moi-même, où j'ai allégé un peu le cadre pour supprimer des parties pour qu'elle soit plus légère. Et que j'ai modifié pour qu'elle soit plus pour faire du packing couleur et de l'ombrage et qui marche du feu de Dieu. Et alors au niveau des aiguilles du coup, c'est quoi j'ai essayé différentes marques, mais en fait là en ce moment je suis sur Barber qui font des aiguilles texturées qui sont pas trop mal. Pourquoi tu utilises des textures? Je sais pas, je trouve que le débit d'encre et le rendu cicatrisé est beaucoup plus net. Ça ramène un peu plus d'encre sous la peau. Ouais.
Mais la cicatrisation dans le temps, ça fuse pas trop, ça bouge pas trop. Alors je suis constamment en train d'essayer de nouvelles aiguilles de toute façon. Sur plutôt des liners, enfin des aiguilles ouvertes là, ou liner? Non, c'est du round liner. Ok. Round liner souvent de 14 ou 11. Ok. Et plus ça avance, je me rends compte que je réduis mon faisceau de plus en plus. C'est drôle ça, moi c'est pareil. J'affine de plus en Ouais, plus. ouais. Et sur pas mal de tatous, je pensais prendre la 14, je prends une 9 texturée en round liner et je me rends compte que bah, c'est beaucoup le rendu, même cicatrisé, vu que ça bouge pas mal dans le temps, bah en fait, et ça c'est pareil, tu peux l'avoir qu'avec du recul sur tes tatous. Ouais. Moi c'était la 18 RS sur laquelle Oui. je ne jurais que là-dessus il y a C'est 10 quoi, ans. la 18 RS? 18 RS, Ouais, ouais. J'ai fait c'est démon, quand ça. même une chier de tatou avec ça. Et même si la Sika est pas trop mal, etc., finalement j'arrive à avoir quasiment le même résultat avec des faisceaux beaucoup plus petits. Ouais. La Seulement, 18 RS, c'est un peu violent quand la même. Hein, technique est meilleure. Ouais, ouais, surtout bon, l'évolution. oui Ouais. et non, puisqu'en fait, c'est toujours pareil, hein, le quotient de pénétration est un peu limité, hein, donc Ouais. le truc c'est surtout de tirer, de pousser les lignes, mais on n'est pas là pour parler de moi, Non. donc on va revenir sur Mais on peut parler technique, on peut parler échanger technique, on là-dessus, peut y a parler pas de technique, souci. ouais, c'est vrai, faut que ce soit un échange de C'est temps ça. à autre. Sur les aiguilles, donc là tu disais Barber, et alors tes faisceaux de prédilection, c'est plutôt quoi? Je te disais, ouais, 14 round liner. Mm. Après, je suis en 14 ou 7 après pour la ligne fine, 7 rondes. Après, en liner, je suis entre 9 et 14, on va dire. Après, en magnum, remplissage, etc., je suis là, ma taille de prédilection, c'est le 9 magnum, parce que c'est hyper polyvalent, tu peux vraiment accéder Soft edge ou droit? en droit. Droit. Droit, et pareil, c'est en 0,35. Ok. Je trouve que t'es assez, c'est assez polyvalent parce que tu peux vraiment accéder à des petites zones, des petits recoins, etc. Mais en même temps, tu peux quand même remplir des zones. Moi, quand je fais des remplissages, je suis pas en mode je bourrine avec un gros faisceau. Ça m'arrive de temps en temps, mais pour des petites zones, vraiment, je prends mon temps et je suis une imprimante. J'avance vraiment droite à gauche et je le descends tout doucement. Et avec un petit faisceau, ça marche très bien. Et la cicatrisation, elle est beaucoup mieux, je trouve. Ouais. Après, sinon, ouais, Magnum de 13, 11, ça varie en fait pas mal. Hein. Mais maxi 13. Ça dépend de la taille du projet. Quoi. Ok. Passons encore à autre chose. Toi, tu as eu une apprentie, si je dis pas de conneries. Ouais, Rosie. Hein. Il y en a eu avant, non? Non. Rosie. Hyper drôle. Alors, hyper drôle, je dis ça parce que Rosie, quand on connaît un peu son taf, c'est les sujets qu'elle aborde, Mhm. la manière dont elle pose ses couleurs, etc., Ouais. etc. Voilà, c'est très connoté. Par contre, je sais pas si tu vas affirmer ou pas ce que Mhm. je dis, dans la manière de créer les motifs et tout, on est quand même, ça reste du trad. Ouais, clairement. C'est ça qui m'avait plu quand elle avait montré son book. Au shop, en fait, elle est arrivée, elle parlait pas très fort. Elle était un peu assez timide, etc. Et en fait, j'ai ouvert son book et j'ai vu vraiment des motifs, de la fat line, même si les termes abordés, comme tu dis, c'est des trucs assez mignons, j'aime pas trop ce terme, mais bon, enfin, ça a plus parler à plein de gens. Mais dans l'application et dans le traité, je me suis dit ok, en fait, c'est clairement de la grosse ligne et d'un peu de couleur et clairement c'est clairement du trap pour moi. Mais revu à sa sauce et il y avait une personnalité qui était assez intéressante sur Rosie. Ce qui est intéressant justement, c'est que quand on te connaît un peu, on sait que t'es quelqu'un d'assez introverti. Elle aussi. Ouais. Comment ça s'est passé un peu le rapport maître-apprenti? On se parlait pas. On se regardait, on s'esquivait. Non, c'est Rosie et moi en fait, on a un peu la même personnalité, mais Dans deux corps différents. dans deux corps différents. À l'extérieur, Ah, moi j'adore Rosie, je trouve que c'est un personnage. Vraiment, je trouve que c'est un personnage. à l'extérieur, Rosie, c'est vraiment plein de couleurs, toujours habillé en rose, en bleu, en pastel, etc. Et moi, c'est complètement l'inverse. Les couleurs, c'est pas vraiment mon truc. Mais intérieurement, en fait, on a quasiment la même personnalité. Et c'est ça qui a matché, je trouve. Et elle a surtout une sorte de niaque un peu qu'il n'a jamais quitté en fait. Elle n'a pas lâché. Et au final, maintenant, elle est résidente au shop et que ça se passe très bien. Je voulais parler un petit peu du volet apprentissage, puisque Mhm. pour les jeunes aspirants, tatoueurs, tatoueuses qui nous écoutent, voilà, c'est quand même toujours intéressant d'aborder un petit peu le sujet. Alors, question un petit peu plus socio, ethno, que sais-je. Qu'est-ce que tu penses enfin, est-ce que tu penses que le tatoueur a encore un rôle dans la société là? Je prenais comme exemple un tatoueur, genre dans les années 50-60, que tu sois à Amsterdam, en Polynésie, Ouais. en France ou au Japon. Bon, il y avait un statut, on va dire, Ouais. dans certaines sociétés.
il y avait un niveau de respect ou bien au Oui, oui. contraire comment dire, de sous-culture. Hein. Qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on apporte encore aux gens? Dans le tatou, alors je pense que il y a un côté un peu, euh, on est un peu des psychologues par moment. Enfin, c'est assez large le terme, mais il y a beaucoup de gens qui se confient quand tu les tatoues ou qui se font tatouer pour passer souvent des étapes ou des étapes importantes de leur vie, quoi. Et j'ai déjà eu des histoires vraiment où des gens viennent parce qu'ils aiment soit l'ambiance du shop, soit ils aiment bien justement discuter, ou parce que bah, c'est le seul moment où de toute façon tu peux rien faire d'autre que par attendre et discuter avec la personne qui te tatoue. Mhm. Et je trouve ça important de garder ce lien-là avec les clients parce que tu crées une sorte de petite bulle un peu pour les gens. Après, c'est mon point de vue, hein, mais les gens qui bossent beaucoup, par exemple, ou qui sont vraiment pris dans leur vie et qui viennent se faire tatouer, c'est leur petit moment de détente souvent. Mhm. C'est bizarre de dire détente quand tu te fais tatouer, Ouais. mais pour des gens qui se font tatouer vraiment régulièrement, c'est souvent leur petit espace de relaxation, quoi. Ouais, puis pour appuyer un peu ton propos, on peut dire qu'on fait aussi un petit peu office des fois de révélateur Ouais, chez certaines personnes. ou même enfin, c'est plus une thérapie, tu vois, pour pas mal de gens. Ou de rêve, ouais, révélateur, c'est vrai que les deux fonctionnent. Bah, on peut dire que quelqu'un qui arrive avec une idée précise, voilà, presque dans sa tête, c'est comme si la pièce était déjà presque là, Ouais, et c'est à toi de venir donner vie à tout ça, quoi. ouais, c'est pas si facile, hein. C'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui se pointent, qui ont des idées bien précises dans leur tête et ils ont déjà des croquis sous les yeux et en disant que je veux exactement ça, bah, ouais. On peut faire différent, on peut essayer d'amener des choses un peu différentes au projet. Enfin. Mm. Et après, ça reste une conversation, une discussion. C'est ça que j'aime bien moi, justement dans les street shops, parce que bah, t'invites les gens à passer au shop, puis on discute, on prend un café, on fait des croquis ensemble, et on arrive à un truc souvent qui avait rien à voir avec le truc de base, mais qui finalement rend mieux. Mm. Et après, c'est un peu ça, c'est notre travail aussi derrière. Après, c'est vrai que quand tu compares les tatoueurs d'avant, les tatoueurs tatoueuses, là je parle en globalité, c'est vraiment il y a il y en a tellement maintenant que en fait t'as l'embarras du choix sur plein de trucs. Alors qu'avant t'avais juste que quelques tatoueurs dans la ville et que il n'y a pas vraiment de style, je pense. Mm. Chaque personne, chaque tatoueur faisait un peu tout, Mm. pas forcément très bien, mais maintenant je trouve qu'il y a vraiment ce côté où tu dois avoir un style bien défini pour pouvoir avancer C'est vrai qu'il y a un côté dans trend le truc. qui est un peu très présent. On entend souvent dire trouve ton style, Ouais, c'est machin. ça, mais après, c'est ce qui... Il y a très très peu de gens qui font de tout, je pense, maintenant. De moins en moins. Peut-être allez, encore moins chez les jeunes, j'ai Ouais, l'impression. ouais, clairement. C'est vrai qu'il y a peut-être moins la curiosité, maintenant plus le vouloir. Moi, je distingue vraiment le côté illustrateur, tatoueur. Mm. Je trouve qu'il commence à devenir très très présent. C'est pas Ouais. ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Et très jeunes aussi, souvent. Ouais, J'ai des gens qui se pointent, qui cherchent des apprentissages ou du taf et qui ont jamais peut-être travaillé de leur vie avant. c'est vrai. Et qui ouvrent des shops ou qui ont jamais travaillé de leur vie avant. On va peut-être dériver du sujet, Non, pas du mais tout. en fait, je trouve que, en fait, ils arrivent vraiment, je trouve pas d'apprentissage. Ok, on est plusieurs à dessiner, à avoir un peu de matériel et savoir à tatouer vite fait sur des potes en soirée. Mm. Et on se dit, bah tiens, si on s'assemblait, qu'on ouvrait un shop, mais ouais, mais t'as jamais tenu un commerce, t'as jamais tenu enfin, gérer des charges, gérer des comptes et tout ça. Donc comment tu veux que ça fonctionne? Mm. Enfin, je dis pas qu'il faille avoir comment dire, une expérience professionnelle avant, obligatoirement, mais c'est un plus quand même, je trouve. Que quand tu prends que des, entre guillemets, pour moi, 18 ans, t'as 18-20 ans, c'est quand même juste des enfants quand même. Ne serait-ce que pour le côté empathique que tu peux avoir avec les personnes qui passent la porte du shop, Ouais, puisqu'en fait, quelqu'un qui va venir dépenser un SMIC dans une belle pièce, ouais. lui montrer les artifices, les apparats d'Instagram, etc., en fait, on s'en tape. Oui, oui. Mais ça, c'est ça le truc maintenant, c'est que les réseaux sociaux prennent beaucoup de place. Donc en fait, on parlait du rôle qu'on peut avoir, mais le rôle physique dans la société, il n'est pas présent, il est surtout virtuel, je trouve. Parce qu'il n'y a plus vraiment de choses en physique dans les boutiques. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais les street shops, ça disparaît de plus en plus. Ah ouais. Enfin, ça disparaît de plus en plus, et en même temps, j'ai l'impression que ça revient de plus en plus aussi. Il y a un turnover qui se Ouais, fait, il y quoi. a un turnover de shops privés qui ferment, ou de street shops qui ont ouvert et qui ont fermé très vite. Ouais. Franchement, maintenant, j'ai l'impression qu'un shop, ça dure 2 ans, 3 ans maxi.
Et après, ça crée une grosse équipe de 15 personnes, Mm. qui est réduite à 7 au bout de 6 mois, qui est réduite à 4, puis finalement, ils se prennent la gueule, et puis, les deux, chaque côté, ouvrent leur shop, enfin, tu vois, c'est un peu ça qui se passe en ce moment. Clairement. Et, des vrais street shops où il y a vraiment un vrai accueil de gens, où il y a du piercing en même temps, des bijoux ou d'autres choses. Et je trouve que maintenant, les shops, quand il y a des street shops, c'est un peu foutoir, je trouve, tu vas vendre des vinyles, des casquettes, du CBD et en même temps des cigarettes électroniques et faire bar en même temps et garage et tatou. Et C'est pas faux. il y a des trucs un peu, pour moi, j'ai travaillé dans la vente, on m'a toujours dit quand tu fais un commerce, faut savoir ce que tu vends de l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est bien ce que tu dis là, parce que est-ce que tu penses qu'il faudrait durcir les règles, on va dire, autour de l'ouverture d'un shop Moi, je pense pas parce que il y a plein de gens qui s'offusquent des nouveaux arrivants, etc. Moi, je pense que c'est un plus. Il y a des quartiers à Berlin ou à Amsterdam ou quoi, où il y a Berlin particulièrement où il y a un quartier où tu prends Kreuzberg ou Friedrichshain, il y a plein de shops partout, c'est dans vrai. toutes les rues, et même des shops, des fois il y a 4 shops dans la même rue, Mhm. tout le monde s'entend, Ouais. ils se balancent des clients, ils se renvoient des gens, et Ouais. ils s'entendent tous, et ça choque personne. C'est normal en fait, C'est vrai. ils appellent ça des quartiers, c'est comme en Angleterre, tu vois, où il y a des quartiers vraiment underground ou un peu plus punk, tu vois, mais Mhm. c'est comme ça que ça se crée en fait, des quartiers punk et underground, tu vois. Si chacun reste dans son coin, à ouvrir un shop un peu éloigné des autres, ben c'est con parce que du coup si tu peut-être en créant tu vois 3 4 shops dans un quartier, tu vas peut-être donner envie à d'autres créateurs ou d'autres boutiques un peu dans le même genre de se coller à toi, tu vois, pour ouvrir d'autres Mhm. trucs. Et je trouve que c'est comme ça que tu crées dans des villes des quartiers un peu punk ou Ouais, une underground, tu vois. synergie, quoi. Ouais, voilà. Et à Lille, c'est ce qui s'est un peu passé d'ailleurs dans peut-être qui est déjà venu, et tu connais bien Lille. Il y a République, Beaux-Arts, où il y a vraiment la rue où on est, c'est un peu caché. Ouais. Il y a pas mal de shops qui sont ouverts autour, qui se sont greffés. Et il y a une sorte de bar disquaire qui est ouvert juste à côté, où ils font pas mal une grosse sélection de trucs punk, hardcore, etc. Ouais. Il y a un autre shop qui est ouvert à 50 mètres du nôtre, mais sont plus dans la pop culture et Ouais, vraiment ça manga. crée un microcosme, Ça en a créé un réalité. microcosme, mais en fait, après, il y a un sorte de salon de thé qui est ouvert juste à côté, mais avant que cette rue-là ait été morte. Et tout ça, c'est raccord, quoi. Ouais, Enfin, ça fonctionne. il y a une entente Ouais. cordiale. Parce que c'est vrai que c'est quand même. C'est très franco-français, ce truc de territorialisation. Ouais. Alors, attention à ceux qui m'écoutent, je ne connais pas tous les endroits, ni d'Europe, ni du monde, loin de là. Je parle de mon expérience personnelle. Mais de mon expérience, par exemple, comparé à la Belgique, on trouve souvent des tatoueurs qui vont taffer 2 jours là, 2 jours là, un jour là-bas. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment ce souci-là et l'entente générale est assez cordiale Ouais. à Bruxelles. Nous, on a eu des fois à se rassembler en plusieurs shops pour, on va dire, militer entre guillemets contre une école de tatou qui était en train de se monter. Ça, c'est quelque chose, je pense, par exemple, là, ici, on est à Bordeaux, je pense qu'ici, on ne verra jamais ça. Ouais. Ouais, mais on avait déjà évoqué le sujet avec les collègues, justement, de créer une sorte de collectif un peu d'artistes tatoueurs, j'essaie de gérer un truc en commun, en fait, parce que nous, à Lille, on s'entend vraiment avec tout le monde. Il y a très très peu de gens ou de shops avec qui on s'entend pas. Et du coup, bah, on a encore récemment, quand on a fait la convention de Lille, et on croise plein de shops, plein de gens, et on se dit, ouais, il faudrait qu'on se voit plus souvent, il faudrait vraiment qu'on fasse des ateliers de dessin ou des trucs intershop un peu. Parce que on est tous, pour moi, tous dans la même direction. On fait du tatou, quoi. On n'est pas là on va pas révolutionner le monde, Non, je pense. ça, c'est On clair. fait des dessins sur les gens, on tatoue les gens, ok, on a une relation avec les clients de base. Alors, c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure, Mm. mais je ne vais pas te couper parce que c'était super intéressant ce que tu disais. C'est quoi le projet? Genre, le mec passe la porte, ou la meuf. Moi, je pense que ce serait, pour beaucoup de gens, je pense que ça pourrait être des grosses pièces. Moi, je suis pas fan de grosses pièces parce que je trouve ça frustrant. Que t'as l'impression de pas avancer. Pour les gens qui vont très vite, hein, mais moi, je sais pas, c'est plus le côté beaucoup de petites pièces, mais sur le long terme. Quelqu'un qui soit comme un abonnement sur Mm. plusieurs années, tu vois. Mm. Donc, quelqu'un qui revient très régulièrement, qui fait plein de pièces avec toi, mais genre qui vient te faire, je sais pas, 2 bras complets juste de toi et rien d'autre. Mm. Tu arrives à composer comme tu veux sur tout le bras, forcément avec des thèmes qu'on me donne, sinon je suis perdu. Mm. Mais qu'on me donne des membres branchés avec, je fais un peu ce que je veux. Ok, ouais. Je place tout comme je veux moi, comme Ça j'imagine le match truc à avec la ton fin. style, j'ai Ouais, envie de voilà. dire. Et que tout soit vraiment en unité, quoi. Ok.
Après, c'est moi, c'est vraiment ça qui me fait kiffer. Après, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Un client, Antoine, qui est devenu un pote, enfin, bref, et du coup, on avait composé son bras un peu comme ça, qui, à la base, était venu pour un petit truc. Finalement, on est parti sur un truc à bras complet et on a enchaîné derrière. Mais c'est ça qui kiffe, en fait. Et ça se fait sur, Ça se fait sur la plusieurs années, longueur, en fait. quoi. Ça s'est fait sur plusieurs années. Et moi, c'est ça que j'ai envie, c'est que avoir des clients sur plusieurs années. C'est pas, et pas juste un client lambda pas lambda, mais qui va demander une grosse pièce et puis après qui va disparaître dans la nature. Tu vois. Hmm. C'est vraiment ce côté régulier des choses. Un petit parallèle que j'aime bien, parce que c'est quand même intéressant, ça décrit souvent bien les gens, la musique, tu fais de la musique. Oui. Tu nous en dis deux mots? Ouais, moi je gueule dans un projet qu'on a créé avec mon frangin Antoine, qui euh, qui lui en fait le projet s'appelle Korsakov, c'est du black metal atmosphérique avec pas mal de passages vachement ambiants. On fait ça depuis plusieurs années. À la base, le projet, c'était Antoine qui l'avait créé. Il a fait pas mal de parties instrumentales et en fait, j'ai écouté une fois, je me suis dit, ouais, qu'il faut pas laisser ça de côté quand même. J'aimerais en faire un truc bien quand même. Mm. Et il osait pas trop, il savait pas trop vraiment dans quelle direction aller. Et finalement, un jour, on a fait un test de voix un peu lambda un dimanche chez lui. Et en fait, ça a marché direct avec la voix. Il m'a dit c'est ça qui manquait dans le projet final. Et finalement, bah, on a continué à bosser là-dessus. Lui, il faisait des compos. Moi, j'arrivais pour un peu donner mon avis dessus, essayer de remixer un peu les choses. Ou voilà, forcément, quand tu crées de la zik et que t'as le nez dedans pendant plusieurs heures, plusieurs semaines et que t'as pas de recul et quand tu prends quelqu'un d'extérieur qui écoute, tu fais, ah bah il y a peut-être ça, peut-être modifier ça ou ci ou ça. Et au final, on a sorti un album fin 2021, je crois, si j'ai pas de conneries. Ouais, 21. Et on a été signé sur un label, sur Saturn d'ailleurs. Et là, on est en train de travailler sur le deuxième. Faut dire qu'il y a un petit côté, un gros côté cathartique hein, là-dedans. Oui, oui, complètement. Et de toute façon, d'ailleurs, à chaque fois, chaque prise de son, à chaque fois qu'on bosse ensemble et tout, c'est assez, ça prend beaucoup d'énergie parce que justement, pour moi, c'est un gros exutoire. Ok. Comment tu vois le tatou dans 10 ans? je, sais, je sais même pas comment moi je me vois dans 10 ans déjà, donc le tatou. Ah bah tiens, bah, tu vas pouvoir répondre aux deux questions en même temps. Yes. Dans 10 ans, c'est flou quand même, parce que moi, quand je me vois il y a 10 ans où j'étais, et que je me vois maintenant où je suis, je dis ok, c'est passé quand même beaucoup de choses. Où je vois le tatou, je pense que je te dis, il va y avoir un retour en arrière des choses plus classiques. Et que là, il y a une montée de plein de styles et de plein de trucs hyper fins, hyper détaillés, etc. qui, avec du recul, ça va faire, ouais, bah en fait, ça marche pas trop. Il va y avoir un retour aux choses classiques, je pense. Street shop classique avec des gens qui font vraiment des trucs solides. Et des gens qui s'intéressent vraiment au tatou et à la culture ou aux origines, au fonctionnement des machines traditionnelles ou juste de la mécanique du tatou. Et j'espère vraiment que ça va reprendre. Je pense que oui, il y en a de plus en plus de très jeunes qui s'intéressent et ça fait plaisir. C'est très contrasté avec la situation actuelle, puisqu'en réalité, les réseaux sociaux qui sont quand même omniprésents Ça va pareil. aussi aux gens de se cultiver à fond au niveau Ah oui, du tatou. clairement, mais maintenant, de toute façon, tu peux apprendre le tatou sur Internet. Quand je vois, on parlait de Rosie tout à l'heure, là, elle a pris un gap en couleur ces derniers mois. Elle me disait qu'elle regardait des vidéos de gens qui expliquent comment faire des couleurs sur Instagram. Et du coup, j'ai regardé, c'est hyper précis, c'est hyper détaillé, et tu comprends très vite comment on fait. Moi, quand j'ai commencé à tatouer, j'avais pas cette idée vraiment Instagram, c'était mon compte d'avoir 12 ans. Il y a tellement sur Instagram, TikTok, etc. Il y a énormément de vidéos de gens qui t'expliquent tout en détail, ils zooment très très près pour savoir vraiment comment tu fais. Et c'est trop bien, enfin, même en dessin, etc. Donc du coup, forcément, t'as plus besoin d'apprentissage. Pourquoi tu vas faire un apprentissage, etc. Tu vois, C'est vrai donc, qu'en dessin, on en parlait hier. Moi-même, je rapprends les fondamentaux en regardant des vidéos. cours de dessin, des fois des trucs. Après, il faut s'en servir, tu vois. Faut pas que ça devienne un truc obligatoire et que ce soit que ça non plus. Tu vois, faut quand même avoir un échange humain. Je pense que le tatou, ça reste de la transmission humaine.
Ouais, avant tout, tu vois, c'est pas... ouais, Si ouais. tu retires ça, en fait, ça devient un peu stérile comme milieu, quoi, tu vois. Je pense que mettre vraiment un échange avec quelqu'un, c'est quand même mieux que regarder des vidéos, je pense. Après, pour beaucoup de gens, le contact humain, c'est compliqué, mais Mhm. moi-même, je le sais, mais je pense qu'il y a quand même un échange. On a tous des choses qu'on a envie de transmettre, je pense, derrière. Même si on connaît pas tout et qu'on n'est pas, Mhm. on n'a pas la science infuse, mais je trouve que la transmission, c'est important, quoi. Je pense, même si t'es un peu un old-timer et tout, enfin, faut garder en vue dans le rétroviseur que le monde du tatou sera constamment enrichi en personnes, c'est pas le bon terme, en personnes qui veulent en faire. Ouais. Et donc effectivement faire un peu le gatekeeper, c'est peut-être pas toujours la meilleure logique à avoir. Après on peut faire le pont entre les différentes époques. C'est ça qui est intéressant en fait, je Ouais, pense. bah après, je pense que ouais, c'est ça. Déjà, il faut savoir vivre avec son temps, déjà de un, et pas être un vieux con en disant ouais, le tatou c'était mieux avant. De toute façon, les jeunes maintenant, ils écoutent plus rien. Bah ouais, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est tout. Ça, on avance. Est-ce qu'on se plaint que quand il y a un coiffeur qui ouvre dans la même rue, est-ce que tu vas te plaindre au syndicat des coiffeurs en disant oui, il a ouvert à côté de moi, il s'est pas présenté à mon shop. Bah non, tout le monde s'en fout. Enfin, tu vois. Ouais. Quand il y a un bar qui ouvre à côté d'un autre bar, enfin, ça choque personne. Enfin, tu vois. Tant qu'il y a du respect Tant qu'il y a du entre les respect, gens. voilà ça. Parce que ça, c'est quand même important. S'il faut que quand même une sorte, je veux dire, pas une éthique, mais une manière de faire les choses. Oui. Après, il y a ce côté, oui, les shops qui ouvrent autour, c'est toujours bien. Moi, je pars du principe, ça fait peut-être un peu à l'ancienne, mais que tu ailles quand même voir le shop qui est là depuis quand même longtemps et dire coucou, je m'installe là. À la base. Le shop qui sont installés à côté de nous, c'est des potes, enfin, on les connaissait déjà de base, mais c'est leur taf. Et ils sont venus se présenter en disant, bah ouais, on va se mettre là, on n'a pas trouvé date locale ailleurs, parce que là, le budget, c'est hors de prix, ce local-là, il nous intéresse. On l'a pris, on trouvait ça cool d'être à côté de vous, parce qu'on aime bien ce que vous faites, et voilà. Ils sont présentés, et en fait, ça marche trop bien, ils nous envoient des clients, on leur envoie des clients. Et je trouve ça cool, parce que ça se perd, en fait. Je suis déjà allé dans pas mal de villes en guest, etc., et je trouve à Lille, il y a vraiment une sorte de cohésion entre les shops qui est cool. J'ai fait, voilà, comme là, Bordeaux ou Lyon, et Lyon, pareil, tout le monde reste un peu dans son coin, quoi. C'est un peu triste. Donc après, oui, le tatou dans 10 ans, bah, on verra, quoi. Franchement, je sais pas. C'est fou. C'est très fou. C'est très fou, et pour beaucoup d'entre nous. Bon, on va s'arrêter là. En Mhm. tout cas, Anto, merci beaucoup d'avoir Merci à toi, répondu mon à petit nos Paul. questions. Aujourd'hui, c'était un peu particulier puisque c'était la première fois qu'on faisait une interview en physique et Loé est effectivement présente. Et on a fait ça à l'épicerie, donc il y a un peu les bruits de crâne, il y a un peu des cuts avec les gens Les qui bruits vont de qui la viennent. vie. Les Voilà. bruits de la vie, voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. Je suis très content. Est-ce que tu as un dernier truc à ajouter? Vivez avec votre temps. Belle. Voilà. Allez. Eh ben bisous et j'en profite pour dire un grand merci à tous ceux qui nous ont donné déjà des retours sur les 2 premiers épisodes qui sont en ligne. C'est top, ça nous donne grave envie de continuer, ça donne plein de force. Merci à vous et longue vie à Blowout.